Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. 113 conseillers économiques et sociaux ont été nommés hier par le président de la République Alassane Ouattara après la nomination en 2011 du président du Conseil économique et social Zadi Kessi et celle en 2012 du vice-président de cette institution Tiemoko Yade Koulibaly, et cela porte à 115 les membres du Conseil économique et social. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé hier dans la région du Bunkani les travaux de bitumage de la route Bouna-Doropo frontière Burkina Faso. Coût de cette route longue de 91 km, 41 milliards de francs CFA. Cette nouvelle infrastructure va permettre de développer le patrimoine routier ivoirien et d'accroître le trafic et les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Abou Sanougou. Depuis 17 ans, les usagers de la route Bouna-Doropo, frontière Burkina Faso, se plaignent du mauvais état de cette route qui leur cause d'énormes désagréments à cause de son état de dégradation. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents. Ça nous fatigue très bien même. Bouna-Doropo, c'est 50 km et on fait 4 heures de temps. C'est pas normal. Le premier coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de bitumage de cet axe par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est un soulagement pour les populations du Bunkani. Avec l'avènement du président Alassane, aujourd'hui, nous avons cette route. Vraiment, nous saurons comment lui dire merci. C'est un élément essentiel pour nous et nous tenons vraiment à dire merci au président de la République. C'est une route communautaire, longue de 91 km. Son bitumage va favoriser l'accroissement des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et en particulier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette route qui passe par Doropo comprendra 2 fois une voie avec une largeur de chaussée de 7 mètres et 2 accotements de 1,50 m chacune. Lorsque ces travaux seront terminés, il ne faudra pas plus de 7 heures de train pour relier Ouaga à Abidjan. Non seulement la route frontière du Burkina, Doropo-Bouna, va être bitumée, mais également les routes Agnibelekrou, Abengourou, Komoé, Komoé, Akoupé, Adzopé s'achèveront en même temps. Le projet de bitumage de l'itinéraire Bouna-Doropo, frontière Burkina Faso, va coûter 41 milliards de francs CFA et sera livré dans 26 mois. C'est essentiel parce que ça permettra donc une synergie importante entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et le développement interrégional. Je le disais tantôt, le Burkina Faso est quand même le 10e client acheteur de la Côte d'Ivoire avec plus de 230 milliards de francs CFA. Et vous allez voir que dès que cette route sera faite, les échanges vont se développer d'abord dans la région, mais aussi avec le pays frère donc, du Faso. Ce projet est financé par la BOAD, la BADEA, le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a aussi inauguré à Bouaké l'unité de cajou des savanes spécialisée dans la transformation de noix de cajou. Il s'agit d'une usine semi-automatique de noix brutes d'acajou en amande d'une capacité de 10 000 tonnes. Brahima Doumbia. Le projet Cajou des Savanes, CASA, une usine de transformation semi-automatique de noix de cajou, est désormais fonctionnelle à Bouaké. Cette unité industrielle a été officiellement inaugurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Cajou des Savanes, qui a vu le jour en 2013, vient accroître la capacité de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Cette société est la propriété de Son Altesse l'Agacan, tout comme Ivoire Coton en Côte d'Ivoire. D'une capacité annuelle à terme de 10 000 tonnes, l'unité va permettre de créer 1000 emplois et favoriser l'insertion des femmes à hauteur de 75% de son effectif. Il s'agit de créer des emplois dans le cadre de la réalisation de l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans ce cadre, le secteur industriel est appelé aussi à jouer un rôle important, voire majeur, à travers notamment un vaste programme de transformation de nos matières premières agricoles telles que l'anacarde, dont la production, vous savez, est abondante. Le secteur du cajou compte à ce jour plus de 250 000 producteurs et nourrit environ 2 500 000 personnes. Le Conseil du coton anacarde a commencé à mettre de l'ordre dans cette filière. C'est tout ça qui encourage les investissements. Cet investissement va appeler d'autres.
Je crois qu'il y a 2 ou 3 autres investisseurs qui sont intéressés dans la zone de Boaké, sans compter la zone de l'Est au niveau de Bondoukou. Il faut bien comprendre qu'ici, il s'agit de la première transformation. Si nous arrivons à décortiquer la noix de cajou, nous allons avoir plusieurs possibilités et nous pourrons vendre un peu partout. Une visite de l'usine a mis fin à la cérémonie. La 8e journée mondiale du patrimoine audiovisuel a été célébrée ce 27 octobre autour du thème « L'archivage audiovisuel face au passage au numérique ». En Côte d'Ivoire, l'événement se déroule du 27 au 29 octobre, simultanément à Abidjan et à Boaké. Le coup d'envoi pour les festivités a été donné hier à la Bibliothèque nationale au Plateau. Gabriel Zani. Cette journée a été instituée en vue de mettre en exergue l'importance de sauvegarder le patrimoine audiovisuel. Favoriser une prise de conscience des enjeux spécifiques, institutionnels et patrimoniaux de ces ressources. En Côte d'Ivoire, il reste encore beaucoup à faire. Et nous voulons nous appesantir sur le numérique, d'où le thème national, l'archive audiovisuel face au passage au numérique. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel a été décrétée en vue de soutenir les initiatives de préservation et de rendre accessible le riche patrimoine audiovisuel mondial, la mémoire de l'humanité. Les archives cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques sont plus que jamais menacées par le numérique au dire du représentant de l'UNESCO. Selon lui, la préservation des archives est primordiale, voire nécessaire. Des millions de films, de bandes et de disques audiovisuels et vidéo risquent ainsi de disparaître. Pour répondre à cette menace, nous devons prendre la mesure du défi, sensibiliser le public à son existence et proposer des solutions. Nous devons également imaginer de nouvelles approches pour les programmes d'archivage et former des archivistes à s'adapter à un environnement politique, technologique et culturel changeant. Pendant 3 jours donc, une tournée de sensibilisation sur l'importance des documents audiovisuels à Abidjan et à Boaké sera organisée. Le reportage de Gabriel Zani est commenté par Kone Pagassoro. Conclave à Abidjan de plusieurs organisations humanitaires du 27 au 28 octobre. Au menu, l'état des lieux des cas de torture dans les prisons. C'est une initiative de l'Association pour la prévention de la torture en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, le CNDH-CI. Serge Colléa. La torture continue d'être pratiquée comme moyen pour obtenir des confessions ou des informations dans les enquêtes. Selon le Comité pour la prévention de la torture en Afrique, entre juin 2013 et juin 2014, l'utilisation systématique de la torture par les organismes chargés de l'application de la loi a été généralisée avec des cas multiples rapportés dans différents pays africains. La Commission des droits de l'homme, qui est en son sein un comité de prison, effectivement, a déjà effectué la visite d'une dizaine de prisons à travers le pays. Ce qui a été constaté, c'est surtout la surpopulation carcérale, le problème de nourriture, de santé, de salubrité. Disons, les normes ne sont pas encore respectées. Et déjà que le prisonnier soit mal nourri, malnutri, c'est aussi une forme de torture. L'objectif de cet atelier est de mettre à la disposition des acteurs institutionnels nationaux et organisations de défense des droits de l'homme les informations reçues au cours d'un séminaire sur la surveillance des lieux de détention tenu récemment à Lomé, au Togo. Il s'agit pour les participants à cet atelier de connaître les recours contre la torture et les mauvais traitements en vue de mettre en place un mécanisme national minimum de prévention. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire puisse ratifier le protocole facultatif contre la torture et permettre une surveillance beaucoup plus pointue de nos lieux de détention. À l'issue de ces 2 jours d'atelier, une charte de traitement humain des détenus devra être adoptée. Des journées de sensibilisation sur la fistule vésico-vaginale se sont déroulées récemment dans plusieurs quartiers de San Pedro. Ces journées visent à amener les femmes porteuses de fistules à ne plus se cacher, mais plutôt à se rendre dans le centre de traitement ouvert au CHR de San Pedro. Thérèse Tapé-Yoboué pour le compte-rendu.
Il y a de l'espoir pour les femmes porteuses de fistules. Un centre de traitement de la maladie vient d'ouvrir ses portes au CHR de San Pedro. Sur 19 femmes porteuses de la maladie, 12 ont été opérées avec succès. Ces cas ont été présentés par l'ONG Aprosam. On demande à toutes les femmes de sortir, de ne plus se cacher de cette maladie parce qu'on guérit de la fistule à San Pedro et ailleurs en Côte d'Ivoire. Les 12 femmes guéries vont être suivies par l'UNFPA et l'IBF. Elles vont en outre bénéficier de fonds pour mener des activités génératrices de revenus. La fistule est une maladie qui survient à la suite d'un accouchement difficile sans assistance médicale, de mutilations génitales féminines, de mariage et de grossesse précoce. Conséquence, les fistuleuses font des pertes incontrôlées d'urine, entraînant des odeurs nauséabondes, d'où le nom de la maladie de la honte. Pour permettre aux porteuses de fistules de ne plus se cacher, des journées de sensibilisation sur la maladie ont eu lieu dans plusieurs quartiers de San Pedro. Principal message aux populations, la fistule peut être soignée et guérie. À l'étranger, la secte islamiste Boko Haram continue de faire parler d'elle au Nigeria avec le récent enlèvement de plusieurs filles et garçons dans le nord du pays. On se souvient également de la centaine de lycéennes enlevées à Chibok il y a quelques mois. Des femmes victimes de la secte témoignent de leurs conditions de vie. À en croire le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le sort réservé aux femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria est insoutenable. Elles sont utilisées en première ligne lors des combats menés par le groupe islamiste, mais elles sont surtout victimes d'abus physiques et psychologiques. Ce rapport de 63 pages s'appuie sur plusieurs dizaines de témoignages, comme celui de cette jeune femme de 19 ans qui raconte comment elle a été forcée de participer à des attaques islamistes. Ils m'obligeaient à aller avec eux sur les opérations. Je portais habituellement leurs munitions. Ils me couchaient au sol, mais je devais garder les balles. Les victimes racontent que les islamistes de Boko Haram allaient jusqu'à les menacer de mort si elles refusaient de se convertir. Nous n'étions pas d'accord pour nous convertir et nous étions dans une position difficile. Mais les insurgés nous disaient, si tu continues à nous contrarier, nous allons te tuer et te jeter dans la rivière. Parmi ces jeunes filles qui témoignent, certaines se sont échappées après avoir été enlevées à l'école secondaire de Chibok en avril 2014. Ils ont demandé aux musulmans de se tenir d'un côté et nous les chrétiens d'un autre côté. Ensuite ils ont libéré les musulmans, nous ils nous ont gardés. Moi je les ai suppliés de me laisser tranquille parce que j'avais un bébé, mais ils ont refusé d'écouter. Tous ces témoignages sont importants pour Human Rights Watch. Ils révèlent aussi que toutes ces femmes sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes sans aucun soutien de la part des autorités nigérianes. Ce rapport intervient après un nouvel enlèvement dans le nord-est. 30 adolescents, garçons et filles ont été kidnappés. De quoi jeter un doute sur l'accord de cessez-le-feu que les autorités nigérianes disent avoir conclu mi-octobre avec Boko Haram. L'actualité en bref dans le monde, commençons par le conflit israélo-palestinien. Les négociations entre Israël et la Palestine viennent d'être repoussées à la mi-novembre au Caire. À Jérusalem, les obsèques de la deuxième victime de l'attentat de mercredi, une ressortissante équatorienne. Elle était dans la foule quand un Palestinien a jeté sa voiture sur un arrêt de tramway, tuant un bébé de 3 mois. Au même moment, à Silwan, à Jérusalem-Est, d'autres obsèques, celle du conducteur de la voiture qui a été aussitôt abattu par la police. Dans les affrontements qui ont suivi, au moins un Palestinien a été arrêté. 25 banques de la zone euro ont échoué à un examen dirigé par la Banque centrale européenne. Cela représente une banque sur 5, parmi elles le groupe franco-belge AXA, mais aussi des banques italiennes et grecques. Pour la Banque centrale européenne, ces résultats montrent la bonne santé de la plupart des banques européennes. Sur les marchés asiatiques, l'euro est monté en puissance.
Les rues de Budapest, dimanche soir, plus de 10 000 Hongrois ont manifesté devant le ministère des Finances pour exiger le retrait d'un projet de loi qui taxe l'utilisation d'Internet. Une charge lourde sur les budgets, mais surtout une mesure antidémocratique selon ses détracteurs. Les manifestants ont appelé à un nouveau rassemblement si la taxe n'est pas retirée dans les 48 heures. La lave avance lentement à travers les arbres sur Big Island, à Hawaï. La vague de lave atteint 40 mètres de largeur, de quoi détruire toutes les maisons sur son passage. Les autorités ont déjà commencé les évacuations autour du volcan. Quelques 4000 personnes habitent dans les communautés où la rivière de lave se rapproche. C'est la fin de ce premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.